Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Festival de la bande dessinée de Montréal. Mon nom est Catherine Emmanuel Brunet. Je serai une des animatrices de ce festival cette année du mois de mai. Pour ceux qui ne le savent pas, le Festival de la bande dessinée de Montréal, ça se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Ça sera des événements en ligne et on commence avec Parlons BD, qui est un rendez-vous avec un autrice ou un auteur de bande dessinée. Et pour le premier Parlons BD, on est avec Jean-Paul Hyde. Et juste avant, je veux remercier notre partenaire des Parlons BD, qui est Planète BD, le libraire en bande dessinée à Montréal. Jean-Paul Hyde, bonjour. Bonjour Catherine. Jean-Paul, eh bien, tu es un artiste de bande dessinée depuis plusieurs années déjà. On te connaît pour La femme aux cartes postales, on te connaît pour Le fond du trou aussi, Mémoria, qui a été republié tout récemment. Et là, cette année, il y a quelques semaines à peine, tu nous amènes avec Le Petit Astronaute. Quel chef-d'œuvre! C'est vraiment extraordinaire pour ceux du public qui n'ont pas eu la chance encore de le voir. Je vous invite fortement à découvrir Le Petit Astronaute. Jean-Paul, d'abord, je viens de nommer toutes les œuvres pour lesquelles on te connaît depuis plusieurs années. Il me semble qu'il y a quelque chose de différent avec Le Petit Astronaute. Ça raconte l'histoire de Juliette qui est à vélo dans son ancien quartier de jeunesse et qui voit sa maison de jeunesse en visite libre. Elle descend de son vélo, elle se dit « c'est mon occasion, j'y retourne ». Et à travers la visite des pièces, elle se remémore des souvenirs de sa famille et plus précisément les souvenirs qu'elle a avec son petit frère Tom, qui est un enfant lourdement handicapé. Et on va retracer tous les souvenirs de la famille à travers cette relation et à travers les souvenirs de Juliette. C'est une bande dessinée qui, comparativement aux autres, est très introspective. Donc, on est dans l'introspection énormément tout au long de la bande dessinée. Est-ce que, comparativement à tes autres œuvres, il a fallu que tu travailles différemment, que ta démarche soit autre, puisque le ton est différent? Oui, absolument. Ça a été un travail très différent, en fait. Pour les œuvres que tu as mentionnées, que ce soit Le fond du trou, Mémoria, La femme aux cartes postales, ce sont des scénarios ce que j'appelle très construits. En fait, c'est un travail un peu d'architecte où on met chaque brique à sa place. Euh, c'est ça, on met des pistes, des fausses pistes, on lance des perches qu'on va rattraper. Donc, il y a quelque chose de très construit. Tandis qu'avec le petit astronaute, là, on était vraiment ailleurs, surtout que j'allais raconter quelque chose qui me touche de près, étant donné que je suis le père d'un enfant qui a une paralysie cérébrale, et c'est un peu un récit qui est fort inspiré en fait de sa vie et de ma vie de famille, sans que ce soit nécessairement à proprement parler une autofiction. Donc, c'est vraiment un travail que j'ai fait pour une première fois, en fait, complètement en vase clos. J'ai travaillé seul sur l'ordinateur en écrivant les scènes une par une. Et je n'ai pas fait de test. Je n'ai pas montré mon travail à un petit comité de lecture maison comme j'avais l'habitude de le faire pour les scénarios précédents. Et, euh, et donc, c'est à la toute fin que moi, je le lisais et même j'avais de la difficulté à le relire. J'avais les yeux dans l'eau à plusieurs reprises. Je l'ai fait lire autour de moi à ma blonde, à ma fille, tous les deux, c'est pareil, très, très émus. Et la grosse question qu'il y avait, c'est de se dire, est-ce que cette émotion va fonctionner en dehors du cercle restreint, en fait, autour de la famille, parce que la grosse question que j'avais, c'est est-ce que ça va devenir trop larmoyant pour des gens qui n'ont pas de référence là-dedans? Et finalement, ben, c'est ça, je l'ai montré à mes éditeurs et puis là, j'ai eu la confirmation en fait que ça semblait fonctionner très, très bien et ça émouvait les gens de la même façon et ça avait finalement quelque chose de beaucoup plus universel que ce que je pensais initialement. Donc voilà, en fait, je me suis fait confiance et puis ben, finalement, c'était peut-être ça la solution, c'est de se laisser aller et puis de se dire, ben, si ça fonctionne avec moi, ça devrait fonctionner ailleurs. Voilà. On va reparler justement de cette émotion parce que je pense que c'est un élément central. C'est tellement difficile de générer autant d'émotions avec une bande dessinée. Je pense que c'est réussi dans ce cas-ci. Donc, on va y revenir. Mais juste avant, pour que les gens comprennent, on pourrait parler des deux personnages principaux. D'abord, ce Tom, cet enfant handicapé qui est abordé avec la thématique
astronaute, astral aussi, avec des tons très bleutés. D'où te vient cette thématique pour présenter le personnage de Tom? C'est une idée, en fait, c'est probablement une des premières idées que j'avais, une des premières métaphores que j'avais en tête. C'est un scénario, moi, mon Dieu, auquel je pense depuis 15 ans. Et c'était ça, c'était vraiment la première analogie que j'avais. C'est l'idée de ces enfants-là qui viennent d'une planète différente et qui sont un peu les seuls représentants de leur espèce et qui tombent sur Terre, sur une planète qui n'est pas adaptée pour eux. Et c'est un peu le constat, moi, que je fais en voyant les enfants, ceux qui côtoient mon fils, à l'école de mon fils. Ce sont des enfants qui sont uniques au sens de leurs limitations, au sens de leur rapport avec la société, le rapport à l'extérieur. Et puis, donc, c'est ça, à force de penser à ça, je me suis dit, bon, ben voilà, donc on parle peut-être d'astronautes, et puis alors là, toutes les analogies autour de ça. Alors, il y a eu Tom, Major Tom, évidemment, qui est pour moi ni plus ni moins qu'une représentation musicale de l'histoire que je raconte. Et puis, évidemment, aussi le Petit Prince qui est aussi le seul de sa planète qui se cherche des amis, un ami, en fait, et là aussi, je trouvais l'occasion belle de le rappeler. Donc, c'est ça, tout. J'ai essayé de donner une espèce de couleur spatiale, entre guillemets, au récit, mais pour moi, ça allait un peu de soi, parce que c'est un peu ça, ces enfants-là. C'est des enfants un peu à part et en même temps qui sont très différents de tout le monde. Et voilà. Donc, voilà pourquoi l'analogie. Mais j'ai aimé, durant ma lecture, découvrir cette analogie parce que on dirait qu'au lieu de trouver une façon de changer Tom, c'est comme si Tom était déjà à la base autre, ben dans un sens positif, là, mais dans son analogie aussi de personnes qui viennent d'ailleurs, de personnes qui viennent d'un autre monde. Donc, ça permet de changer les stigmas ou les paradigmes qu'on a de ah, ben c'est un humain qui a quelque chose qui cloche. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je voulais montrer, en fait. C'est de dire que ces enfants-là ne sont pas des enfants qui doivent être définis par leurs limitations. Un enfant, par exemple, bon, ben c'est ça, je fais souvent l'analogie avec les oiseaux dans une volière. Ces enfants-là ne sont pas des enfants, ne sont pas des oiseaux qui ont les ailes cassées, c'est simplement des oiseaux, une espèce qui ne vole pas, tout simplement. Alors, il faut les prendre comme ils sont, d'autant plus que le fait d'être handicapé, d'avoir une condition particulière, c'est pas quelque chose dont il faut guérir. En fait, ça va finir par faire partie de leur identité, ça va finir par faire partie de leur personnalité, parce que tout le rapport qu'ils vont avoir avec un tiers, et Dieu sait qu'ils ont un rapport très particulier, parce que souvent, c'est des enfants qui vont avoir besoin de quelqu'un dans toutes les sphères de leur vie. Mais tout leur rapport à la société va être déterminé par ça. Donc, le handicap, ce n'est pas quelque chose qu'il faut combattre, dont il faut absolument guérir. C'est quelque chose autour duquel il faut construire. C'est un peu ça, en fait, que je voulais démontrer à travers la BD. Tu parles de construction aussi autour de l'enfant et j'ai l'impression qu'un des éléments centraux de la bande dessinée, c'est le autour de Tom, entre autres par le personnage de Juliette qui raconte comment elle a vécu les choses et elle se souvient de sa famille. Et je voulais savoir pourquoi ce choix scénaristique au lieu de partir, disons, du récit de Tom, on a l'impression qu'on part plutôt du récit de Juliette et à travers les souvenirs de Juliette, on découvre Tom. Ça a été un long cheminement, pour être bien franc. Ça a pris 15 ans avant que je réussisse à pondre cette histoire-là, pour une raison fort simple, c'est que initialement, j'avais un peu dans l'idée de faire, en fait, la première idée qu'on a, c'est de raconter un peu à la manière autofictionnelle l'histoire à travers l'auteur père qui va raconter l'histoire de sa famille. Et en même temps, ça me mettait mal à l'aise.
bon, enfin bref, moi j'ai un rapport particulier avec l'idée de me dessiner moi-même. Donc, et j'aime beaucoup les narrateurs personnages. Moi, les narrateurs omniscients, c'est pas, ça me plaisait pas. Donc, je cherchais une manière de le faire. J'ai commencé en me disant, ah, ça serait peut-être intéressant que ce soit Tom lui-même qui soit narrateur. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça avait une limite pour la bonne et simple raison que c'est un enfant polyhandicapé, donc il y a à la fois un handicap physique et un handicap intellectuel. Et ça devenait difficile de mettre les mots dans la tête de Tom s'il avait une déficience intellectuelle pour que je puisse raconter toute cette histoire-là avec la perspective que je voulais. Donc, j'ai eu l'idée de raconter les mots de Tom via sa sœur qui prétend les entendre en collant son oreille à la sienne. C'est un peu ça c'est un peu comme ça, en fait, qu'est née cette relation un peu particulière entre Juliette et son frère, et Juliette qui devient par le fait même narratrice de l'histoire. On peut peut-être voir l'image tête bêche pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit quand les deux se partagent en fait leurs expériences mutuelles. C'est tellement fort, la fraternité aussi, dans la bande dessinée. Je pense que c'est un des éléments qui vient chercher de l'émotion parce que tous ceux qui ont vécu avec un frère ou une sœur savent l'espèce de connexion des fois qui existe, surtout à l'âge de l'enfance. On va peut-être le voir au niveau de la planche, mais on le voit qu'ils ont une connexion particulière. Est-ce que ça t'est inspiré d'une fraternité que tu connais ou que tu as été témoin? Alors, bien sûr, toute la relation entre les personnages est induite en fait par les personnages, les personnes qui sont autour de moi dans ma famille. Bon, moi j'ai une fille qui a l'âge de Juliette, donc qui avait l'âge de Juliette à l'époque où Tom était tout jeune. Ils ont le même écart d'âge, donc j'avais un bon exemple de la relation en fait et de ce que ça coûte aussi à une sœur dans sa jeunesse d'avoir un enfant qui va prendre autant de place et autant d'attention et comment les frères, les sœurs, parce que dans les faits, je voulais beaucoup parler de la fratrie qui sont des membres de la famille qui sont un peu dans l'ombre derrière tout ça, mais combien ces gens-là, ces frères et sœurs vont devenir rapidement, beaucoup plus rapidement que d'autres, les adultes, en fait, le troisième adulte dans la famille. Et ils vont se retrouver avec des responsabilités, d'ailleurs, des responsabilités très grandes pour des enfants et évidemment en vieillissant, ils vont ni plus ni moins que devenir les parents éventuellement. Donc, c'est quelque chose que je voulais induire dans cette bande dessinée-là et je dirais que la relation entre mes enfants d'ailleurs, je suis parti un petit peu de photos de famille. Il y a des photos que j'ai sorties de l'album de famille et qui ont été les points de départ de plusieurs scènes. En fait, je suis parti de ça comme étant presque une case de bande dessinée à laquelle j'ai raconté, à partir de laquelle j'ai raconté en amont et en aval ce qui est arrivé au niveau de la relation des deux. Justement, tu parles de souvenirs et de photos souvenirs qui ont été la base de la bande dessinée. Est-ce que parfois c'était dur à balancer le choix des souvenirs? Parce que quand on raconte une histoire comme ça, le public a parfois des stigmas aussi, des paradigmes qu'ils ont déjà en tête par rapport à des familles qui vivent avec un enfant handicapé. Donc, on veut leur montrer autre chose, mais on veut balancer aussi les moments de bonheur, les moments plus difficiles. On veut raconter un peu l'essentiel. J'imagine que ça doit être difficile de faire des choix pour arriver à pas toujours tomber dans le négatif, mais pas non plus offrir un récit qui est trop rose bonbon, puis tout le monde s'en sort finalement. Tout à fait. C'était quelque chose que j'avais en tête tout au long de l'écriture. Euh, j'ai vraiment pris le choix de créer des personnages à partir des personnes qui sont autour de moi, mais en me disant, c'est des personnages. Donc, je me permets de réinventer une histoire, un destin. Il va leur arriver des choses qui ne leur est pas arrivé, des choses qui ne leur sont pas arrivées dans la vie, mais je voulais le raconter avec les coups des franges sans avoir la pression de tricher pour, avant tout, évidemment, raconter une belle histoire. Une belle histoire, ça ne veut pas nécessairement dire une histoire fleur bleue, mais une belle histoire, en fait, une histoire de bonheur, toute simple,
dans un quotidien tout simple autour de cet enfant-là différent. Et évidemment, je voulais aussi raconter un peu les deux côtés de la médaille. Donc, de dire qu'est-ce que ça va représenter comme défi pour les parents, pour la sœur, l'intégration de cet enfant-là dans la société. Ça veut dire quoi pour un enfant? C'est l'intégration en garderie, c'est l'intégration, je veux dire, dans la société autour de lui, des gens qu'il va croiser sur le trottoir ou qu'il va croiser au marché Jean Talon et éventuellement qu'il va croiser à l'école. Et je voulais parler aussi évidemment des enjeux de santé que ça peut éventuellement représenter, mais aussi je voulais parler des bienfaits de l'inclusion et comment cet enfant-là, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va amener beaucoup à sa petite communauté. Sans dire un mot, rien qu'avec les yeux, rien qu'avec son sourire, il va donner une leçon sur l'inclusion et l'empathie à beaucoup de monde, dont évidemment à la garderie, dans un petit groupe d'enfants de son âge, où il va devenir une espèce de pôle autour duquel va se construire une dynamique d'enfants qui n'ont pas encore d'a priori face au handicap. Alors, je trouvais ça très intéressant. Ceci dit, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, donc je trouvais ça intéressant de le mettre et d'amener aussi une notion d'espoir. C'est peut-être un peu fort, mais en fait, je voulais amener quelque chose de lumineux derrière tout cet album, en fait. On vous rappelle, on est en festival de la bande dessinée virtuelle, donc les avantages de ça, c'est si vous avez des questions pour Jean-Paul, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et nous, à la toute fin, on va adresser vos questions. On vient de voir une scène super intéressante qui, moi, m'a beaucoup touchée parce qu'on a la mère de Tom qui est accompagnée de deux autres mères qui vont être un peu la démonstration du regard du public, puis un peu le malaise parfois qu'on peut avoir quand on ne sait pas trop comment agir avec un enfant handicapé ou la perception du public qui est démontrée dans cette scène. Pourquoi c'est important pour toi, Jean-Paul, d'adresser ce côté-là, ce petit malaise social qui peut exister? Ben, parce qu'il est là. Je veux dire, ça fait partie du quotidien. Je veux dire, tous les jours, moi, quand je me promène avec mon fils, j'ai affaire au regard du public. Rarement malveillant, à peu près jamais, souvent malhabile, mais je voulais juste en fait le souligner, de dire que voilà, c'est un. Et en fait, je fais le constat que ces enfants-là sont ostracisés par la société par le simple fait qu'ils sont, à partir du moment où ils sont scolarisés, en fait, ils vont être à part dans notre société, ils vont être dans des institutions spécialisées, etc. Et on ne les verra pas, ce qui fait que quand on en voit un, qu'on en croise un sur le trottoir, on ne sait pas quoi faire. On est mal à l'aise, rien que du fait de croiser un enfant en fauteuil roulant. Et je voulais aussi amener une des étapes à travers lesquelles les parents vont devoir passer, qui est l'acceptation face au regard des autres. Sortir pour une première fois quand tu as un enfant qui est différent et aller au parc et devoir dire et devoir être capable, en fait, de dire que mon enfant a des limitations, mon enfant vit en situation de handicap. C'est une étape qui fait partie des étapes du deuil, entre guillemets, et à travers laquelle tous les parents vont devoir passer. Mais je dirais, on parle beaucoup de handicap, là, mais c'est une bande dessinée qui parle, je pense, beaucoup plus largement de la différence. Et cette différence-là, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui la vivent, des enfants qui, pour toutes sortes de raisons, vont avoir à vivre une situation de rejet pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas nécessairement à voir avec le handicap. Donc, derrière tout ça, je pense qu'il y a une volonté de montrer les bienfaits de l'inclusion de façon générale, beaucoup plus largement qu'uniquement autour du handicap. Tout à fait. Il y a des scènes fabuleuses où on voit la richesse que peuvent apporter des milieux où il y a de la différence. Les scènes dans l'école, par exemple, plutôt à la garderie, mais où là, on a des enfants qui sont démontrés de façon extrêmement joyeuse. Ils sont tous dessinés avec le sourire, en train de s'amuser. Ces scènes, j'ai l'impression qu'elles sont majeures et importantes. Est-ce qu'elles viennent de réelles scènes? On dirait qu'on touche à la fois à quelque chose de vrai, de réel, mais aussi, quand j'ai vu la planche, ils ont tous des appareils un peu étranges, un peu patentés aussi, qui nous fait penser à presque un récit
futuriste, un récit qui pourrait ne pas exister. Je me demandais si c'était voulu que les machines des enfants aient l'air de venir d'un autre lieu aussi. Non, c'est vraiment de ça que ça a l'air. C'est en fait moi, j'ai été faire du repérage photo à l'école Victor Doré, qui est l'école de la Commission scolaire de Montréal, en fait, où ces enfants-là sont, qui est une école, ni plus ni moins qu'une espèce d'école hôpital où la moitié des employés proviennent du milieu de la santé, l'autre moitié, c'est l'éducation. Et donc, là, c'est sûr que j'en ai mis beaucoup, j'en ai mis plus, parce que tous les enfants ne sont pas nécessairement mobiles par eux-mêmes. Là, mais j'ai vraiment mis ce qu'on voit et dans les corridors de ces écoles-là, c'est ni plus ni moins que des pistes d'apprentissage pour réussir à gagner en autonomie parce que l'éducation pour ces enfants-là, c'est beaucoup l'autonomie. Et donc, que ce soit des marchettes, que ce soit des marchettes en fait de tout ordre, des fauteuils motorisés, des cannes, tous ces enfants-là vont devoir apprendre à manipuler ça et ils ont ce qu'on appelle, ça s'appelle le club de marche. Donc, il y a quelques enfants qui sont inscrits au club de marche et quand ils finissent leur cours, ils doivent aller par eux-mêmes à une destination qui est en fait leur prochaine activité, ou bien la cafétéria, ou à la récréation. Ils doivent y aller par eux-mêmes. Et c'est quelque chose, en effet, de très impressionnant qui ressemble à cette scène-là où on les voit tous tout à coup sortir des classes. Et bon, je ne dirais pas que c'est un embouteillage, mais il y a du monde tout d'un coup dans un corridor, ça fait du bruit, ils ont tous des casques et tu les vois arriver et c'est le bonheur. Ça, c'est l'autre chose que je voulais montrer dans cette bande dessinée-là. Combien ces enfants-là sont viscéralement heureux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Leur identité, c'est pas le handicap, c'est d'être des enfants avant tout. On est en bande dessinée, ce qui nous permet d'aller dans des zones que d'autres formes d'art ne peuvent pas aller. On a le visuel pour accompagner tout ça. Tom, c'est un enfant qui ne parle pas, qui bouge pas non plus. Comment es-tu arrivé à construire visuellement la différence de Tom, mais aussi la différence des autres enfants, sans non plus tomber dans l'autre ligne où le lecteur pourrait prendre, par exemple, par pitié le personnage principal? Donc, au niveau visuel, comment as-tu construit la démonstration de la différence? C'est une très, très bonne question parce que j'ai découvert que c'était extrêmement, extrêmement difficile de dessiner le handicap. Des gens qui, bon, parlons d'une paralysie cérébrale, donc des gens qui contrôlent mal en fait leur gestuelle, leurs muscles, ni plus ni moins. Ils vont avoir des gestes saccadés, mais dans les faits, ce sont des gestes qui sont, c'est tout petit ces gestes-là, mais c'est assez pour qu'on voit qu'il y a quelque chose de différent dans leur motricité. Et si j'avais à montrer ça en bande dessinée, ça deviendrait une caricature grossière, même sans le vouloir. Donc, il a fallu vraiment que j'essaye de trouver quelque chose. Donc, j'ai essayé surtout d'y aller par la pose. Alors, on va voir que Tom, par exemple, va avoir euh, des, des points comme ça parce que, bon, il y a une espèce de, il y a des muscles, en fait, qui vont serrer plus que nous. Et j'ai ajouté un détail, mais qui est quand même important, c'est au niveau de ses yeux. Ses pupilles regardent, c'est comme si s'il regardait derrière nous. C'est souvent l'impression qu'on a devant ces enfants-là, on a l'impression qu'ils ne nous regardent pas vraiment, on n'est pas sûr s'ils nous comprennent. Donc, en mettant un léger strabisme, ça me permettait de rajouter cette espèce quelque chose qui pourrait ressembler à une absence et qui est souvent le cas dans ces enfants-là. On n'est jamais sûr. Est-ce qu'il m'a compris, premièrement, et est-ce qu'il m'entend? Bref, c'est comme ça que je m'en suis sorti, toujours avec parcimonie pour ne pas tomber dans la caricature. C'est très, très bien réussi. J'avais senti l'espèce de truc qu'il y avait dans les yeux de Tom, mais là, je comprends ce qu'il y a derrière. C'est vraiment fascinant comme technique utilisée. Je vous rappelle que si vous avez des questions pour Jean-Paul, n'hésitez pas, marquez-nous en commentaire vos questions. On a d'ailleurs une première question. Avez-vous reçu des témoignages de lecteurs et lectrices à la suite de lecture du Petit astronaute? Ça, c'est quelque chose qui m'a chaviré et bouleversé. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de gens touchés de près ou de loin par le handicap, je dirais, ou qui ont eu dans leur entourage
à dealer avec ça. C'est extrêmement touchant. Des gens pour qui la lecture de cette bande dessinée-là a permis d'accepter même un handicap, de réussir à en parler, simplement par le fait que pour une première fois, ils voyaient qu'ils n'étaient pas seuls, que leur vie chez eux ressemblait à quelque chose qu'on voyait dans un livre. Et à ce titre-là, je n'en reviens juste pas de ces témoignages-là. Des gens qui me disent combien l'album leur a fait du bien. J'ai des témoignages de frères, de sœurs, dont j'ignorais la vie de famille, des gens près de moi, mais des gens que je ne connais pas non plus, des parents endeuillés, parce qu'évidemment, on parle aussi de la mort des enfants, d'enfants qui ont des conditions particulières. Donc, tout ça, oui, j'en ai eu énormément et je continue à en recevoir et aussi de thérapeutes, bien sûr, parce que j'ai pris le soin d'illustrer de façon juste autant les tableaux de communication, les appareils, les centres de réadaptation, etc. Est-ce que le fait d'être en bande dessinée permet un peu plus ce rapport aux émotions? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, on est très happé, comme tu viens de le dire, les lecteurs, lectrices, il y en a plusieurs qui ont pleuré, même s'il n'y avait pas nécessairement un rapport de proximité avec l'histoire. Donc, ça prend pas, ça prend pas quelqu'un de notre entourage pour être touché de cette bande dessinée. Est-ce que le fait d'être dans un cadrage bande dessinée, ça permet l'ouverture émotionnelle, selon toi? Je n'ai pas l'impression que la bande dessinée permet plus ça qu'une autre forme d'art. Je pense que la bande dessinée, c'est une espèce de vocabulaire et tout dépend de comment on l'emploie. Peut-être que de mon côté, c'est les images que j'ai employées. C'est aussi peut-être tout un côté métaphorique aussi que j'ai rajouté par-dessus ça avec la notion d'espace. Ce petit bébé, on peut peut-être le voir dans l'image dans la tête de Tom. En fait, ce que j'ai illustré pour dire que c'est un cosmonaute qui a atterri sur la mauvaise planète, c'est ni plus ni moins qu'un bébé, tout petit bébé qui a encore le cordon ombilical avec un casque sur la tête et qui flotte dans une cabine et dont les deux hublots sont deux yeux, comme s'il flottait en fait dans un corps qui n'est pas le sien, dans un vaisseau qui est cassé, qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas bien. C'est un peu l'analogie que j'ai prise. Et donc, je pense que c'est plus par ce genre d'analogie-là que la magie opère, plus que proprement le langage de la bande dessinée. Je pense qu'il y a une attention aussi à se rapprocher d'une vérité dans l'image, entre autres, avec les références de la maison, on peut facilement la reconnaître. Quel a été ton travail de recherche en amont pour atteindre une certaine réalité, vérité à travers le récit que tu racontes? C'est sûr que moi, je sortais de La Femme aux cartes postales. Bon, en fait, c'est le dernier album que j'ai fait, que j'ai scénarisé avec Claude Paiement. Donc, j'ai pris goût, en fait, à trouver des références. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point le fait de travailler très fort ces références dans les décors, que les gens puissent même reconnaître des lieux, ça va rajouter une espèce de forme de vraisemblance qu'on ne remettra pas en question. Et en plus, comme il s'agit d'un sujet assez universel, je voulais éviter de tomber dans le générique, de tomber dans quelque chose qui n'est pas de référence et que je puisse perdre en fait des lecteurs par le fait même. Tandis qu'en montrant un appartement que probablement beaucoup de gens ont vu, que des gens qui ressemblent à des appartements que les gens connaissent, qu'on retrouve des décors, que ce soit le marché Jean Talon, la Plaza Saint-Hubert, le Montréal, en fait, même vue du ciel, ça rajoute une espèce de dose de, comment je dirais bien, comme si cette histoire-là aurait pu arriver à votre voisin. C'est quelqu'un sur votre rue qui est en train de vivre ça. Et en fait, c'est ça, c'est pour rapprocher l'histoire des gens, pour leur dire, c'est pas une histoire en l'air, c'est probablement ce qui arrive tout près de chez vous. Et ce fauteuil roulant-là, cette poussette adaptée-là, elle roule probablement sur le trottoir devant chez vous. Et c'est ce que ça m'amenait, en fait, de pouvoir de pousser les détails, de pousser les références des décors.
Même au-delà des décors, il y a un rapport aussi à la famille qui est tellement puissant, à laquelle on peut se reconnaître. L'amour d'une mère, l'amour d'un père, le désir de, de- du père d'amocher ou de patenter des machines pour son enfant. Il y a des éléments au niveau de la famille qu'on peut se reconnaître assez facilement. Puis on a une question du public qui est: quelle a été l'implication de vos proches dans la création du livre? Au-delà de Tom, où on connaît peut-être un peu le lien, mais la famille de façon plus large qui est aussi ancrée dans la bande dessinée. Est-ce qu'il y a un lien avec vos proches? Oui, oui, certainement. Je dirais que l'écriture de ce scénario-là a été relativement facile parce qu'elle a été inspirée de chapitres qui font un peu partie du patrimoine familial. Il y a beaucoup de ces scènes-là, en fait, que j'ai vécues ou que des gens autour de moi ont vécues. J'en ai fait des scènes composites, j'ai réinventé un peu les personnages, mais il y a beaucoup de ces scènes-là qui sont inspirées, en fait, de ce qui m'est arrivé. Et donc, les gens autour de moi ont inspiré, bien sûr, les personnages. J'ai vécu avec ma blonde, avec ma fille, un peu les réactions qu'ont eues ces personnages-là. Donc, ces réactions un peu viscérales, quelquefois, quand on annonce le diagnostic, et qui, je m'en rends compte pour avoir lu des témoignages, est une réaction qui est la même pour tous. Que ce soit ça, que ce soit avoir à se battre pour avoir des services, avoir à se battre pour avoir une place en garderie, parce que quand on a un enfant, c'est un peu le premier rapport qu'on va avoir avec la société. C'est la première place qu'on va demander à la société pour accueillir notre enfant. C'est le jour où il va sortir du cocon familial pour aller à la garderie. Et quand on se trouve devant des portes fermées, ben évidemment, ça devient viscéral, là. Mais tout ça a été, évidemment, ça a été inspiré d'événements réels que j'ai arrangés pour les besoins de l'histoire, bien sûr, mais on a quand même vécu tout ça, ou des gens autour de nous l'ont vécu. Donc, voilà, c'est des gens, ma blonde, ma fille, et ont inspiré quand même beaucoup de ces scènes-là et des personnages. On a Muriel Simard qui dit merci de nous faire connaître un peu cette réalité à laquelle on n'a pas accès normalement. Merci. Muriel, si vous avez des commentaires pour Jean-Paul, n'hésitez pas. On est en direct, donc on va pouvoir lui communiquer directement. Il va pouvoir répondre à vos questions également. Le petit astronaute, au niveau graphique, il est quand même assez imposant. Il est grand comme format. Je sais que ce n'est pas toujours une décision de l'artiste, mais je me demandais quel avantage le format ou le format des planches même, qui parfois sont énormes, parfois sont renversées, quel est l'impact de ce choix, de ce traitement visuel sur le récit que peuvent avoir les lecteurs-lectrices? Est-ce que ça a été réfléchi de ton côté? Si on parle vraiment donc de la grandeur de l'album en tant que tel, donc de l'objet, ça, c'est une question qui se pose une fois que la bande dessinée est terminée. Et ça, je laisse ça beaucoup entre les mains de mes éditeurs qui ont beaucoup plus d'expertise que moi et un regard extérieur aussi que je n'ai pas. Alors moi, quand je produis ma bande dessinée, je ne sais pas encore quel format ce sera. En fait, avec la pastèque, avec beaucoup Martin, avec qui je travaille à ce niveau-là, il y a tout un questionnement qui se fait pour savoir vraiment en fonction de ce récit-là, en fonction de ce dessin-là, quel genre de papier on va prendre, quel format on va prendre, etc. Donc, c'est vraiment, c'est du cas par cas qui est fait. Euh, Maintenant, au niveau des détails, des pages, tout ça, ben moi, j'y ai été un peu de façon naturelle, sans trop savoir. Et puis, évidemment, j'ai joué, il y a des pages donc, qui sont renversées pour des raisons qui sont justifiées dans l'histoire. Il y a des pages dont les cases vont être éclatées comme des éclats de verre. On peut peut-être d'ailleurs en voir une image qui est durant une crise d'épilepsie. Euh, Tout ça, en fait, c'est des aspects graphiques que j'amène, que j'ai appris à faire, en fait, avec mon passé de méta-BD, avec Jérôme Bigra, à jouer aussi avec le format et tous les codes de la BD. Donc, je me suis un peu réapproprié ça, mais évidemment, en restant quand même dans, dans un créneau narratif. Je ne voulais pas non plus perdre les gens avec trop de trucs qui sortent des marges, là. Mais je me suis quand même donc permis quelques, voilà, quelques aspects un peu spéciaux.
Mais il y a un travail d'immersion qui est fait dans le choix des cases, dans le cadrage qui est fait également. On dirait qu'on est plongé dans certaines scènes, dans certaines pièces de la maison aussi, dans les souvenirs. Comment as-tu travaillé cet aspect d'immersion? J'ai l'impression aussi qu'il y a un jeu de lumière dans certaines planches qui fait en sorte que, comme si on était témoin dans la pièce avec les gens. Est-ce que ça, c'est réfléchi de ton côté dans la composition d'une Euh, case? oui, ben, il y a deux choses. Il y a la lumière. Moi, je travaille beaucoup la lumière depuis La femme aux cartes postales, beaucoup. Et la lumière amène un élément qu'on ne voit pas dans les décors. C'est-à-dire, de par les ombres portées, par exemple, on peut deviner que derrière la caméra, il y a un mur qui projette une ombre. Donc, il y a un côté très... on rajoute une troisième dimension à l'image, que ce soit, par exemple, en induisant le fait qu'il y a un soleil, une lumière au-dessus, il est midi, donc il fait chaud, les ombres sont courtes. On amène une information supplémentaire qu'on ne voit pas. Et ça c'est quelque chose d'immersif. Parce que, évidemment, quand on va voir un personnage et qu'on va lui voir, par exemple, une ombre qui traverse le visage, qui rappelle qu'il y a des volets sur une fenêtre qu'on ne voit pas devant lui, on vient d'installer une mise en scène autour du personnage. Et ça, c'est très pratique. Et il y a aussi ce que je fais beaucoup, c'est tout l'aspect cinématographique, c'est-à-dire ce qui est particulier au cinéma, c'est le personnage caméra, qui est vraiment quelque chose qui ne va pas de soi avec la bande dessinée. La caméra bouge. La caméra, j'essaye d'induire l'idée d'un mouvement de caméra, éventuellement de montrer, par exemple, on va voir Montréal du ciel et on va s'en rapprocher comme un astronaute qui atterrirait dans une rue. Mais toutes ces suites de cases-là induisent le mouvement de ce qui pourrait nous rappeler en fait une caméra cinématographique. Et donc ça aussi, c'est un effet immersif parce qu'on zoome en fait dans une image, on rentre dans un dessin, on rentre éventuellement par une fenêtre et on va rentrer dans la chambre du petit homme. Donc toute cette espèce de mouvement-là va rajouter évidemment quelque chose d'immersif. Hmm. Mais ça fait écho aussi au mouvement de la temporalité. On rentre dans des souvenirs, on passe du présent au passé dans cette espèce de même mouvement narratif. Est-ce que de jouer avec le passé présent, ça apporte quelque chose de différent aussi? Pourquoi ce choix temporel? Qu'est-ce que ça allait apporter de plus au récit? Moi, j'adore ce genre de trucs-là. En fait, j'essaye le plus possible d'éviter la narration chronologique. Euh, une histoire qu'on raconte, il y a une multitude de points de vue et il y a une multitude de façons de la raconter. Donc, je me disais, une des belles idées, ça serait de raconter ces souvenirs-là, mais de les raconter à partir une période de temps circonscrite, c'est-à-dire une visite d'une maison. Donc, quelque chose qui, dans les faits, va peut-être durer 1 heure. Et à travers cette heure-là, quand on va rentrer dans une pièce, en voyant un objet ou un morceau de décor, hop, on voyage, on s'en va dans une cour d'école, on s'en va dans une garderie, dans une école, on s'en va au marché Jean Talon, etc. Et ça me permettait de faire ça. Et une autre astuce sur laquelle j'aime jouer, c'est l'idée que, par exemple, dans une pièce, Juliette, qui a 25 ans quand elle visite la maison, se revoit elle-même. Elle est même en présence d'elle-même dans cette pièce-là où 20 ans plus tôt, s'est passé quelque chose. Et éventuellement, elle va même pouvoir interagir avec elle-même. Donc, c'est une espèce de forme de flashback un peu particulière, mais qui est la BD et le cinéma aussi, c'est devenu de plus en plus permissif. Hein. Les gens acceptent beaucoup plus de sortir des conventions classiques, même au niveau de la narration. Alors moi, j'essaye d'en profiter. Hmm. Ça fonctionne pour créer de l'émotion parce qu'on est vraiment dans... On se fait le processus nous-mêmes de nos propres souvenirs. Il y a certaines cases à laquelle on peut se référer avec les vinyles qu'elle regarde, avec la musique. Ce sont tous... C'est comme si la BD devenait sensorielle aussi à certains égards par ces mouvements du passé présent. Les souvenirs deviennent tangibles. Il vous reste quelques minutes si vous avez des commentaires pour Jean-Paul. J'ai une petite question du public. Est-il trop tôt pour parler de vos futurs projets?
Tant qu'à être à la fin de la conversation. Oui, oui, il est trop tôt. Mais je peux vous dire que moi, je travaille toujours plusieurs projets à la fois parce que ce sont des projets longs et que j'aime faire mûrir en fût de chêne pendant des années. Donc, ce qui fait que pendant que je travaille sur un scénario, je suis en train d'en dessiner un autre et ainsi de suite. Et donc, j'ai un scénario qui est à peu près terminé, que j'ai écrit avec Claude Paiement, avec qui j'ai collaboré pour Memoria et La femme aux cartes postales. Donc, éventuellement, on va travailler là-dessus, on va dessiner ça, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Jean-Paul, merci infiniment d'être venu nous parler de Le Petit astronaute que vous allez retrouver à la pastèque qui ressemble à ça ici. On va le montrer bien comme il faut. C'était le premier Parlons BD. Il y en aura d'autres au courant du week-end. Restez avec nous parce que juste après, Jean-Paul reste en onde. Il va parler avec Réal Godbout dans les prochaines minutes. C'est un atelier qui s'en vient, donc restez en direct pour le Festival de la bande dessinée. Et sinon, bien, je veux remercier Planète BD qui était le présentateur de ce premier Parlons BD. Merci Planète BD. Merci Jean-Paul. Merci Catherine.